Bonsoir, chers maîtres, chers collègues, chers amis, chers partenaires. En réponse à la campagne de vaccination lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'association Action sans frontières organise sa deuxième conférence sur le vaccin anti-Covid-19 destiné au grand public. Professeur Kamel Marhoum, qui est chef de service de maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd de Casablanca, va animer la conférence et sera modérée par Dr Eslem Hesseini, moi-même, qui est président de l'association Action sans frontières. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner à la page Facebook et YouTube de l'association et à partager. Donc, on donne la parole à professeur Marhoum. Bien, merci. Merci, Dr Hassani. Je dois parler de vaccin anti-Covid-19 et il va falloir qu'on le place dans son contexte actuel. Vous savez que le Maroc a déjà démarré sa campagne de vaccination, mais en fait, c'est une campagne de vaccination au niveau mondial. Parce que si on veut vaincre une pandémie qui touche tous les pays, il va falloir absolument qu'on s'attaque aux problèmes dans pratiquement tous les pays. Donc, je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler des vaccins eux-mêmes, je vais d'abord peut-être rappeler ce que c'est qu'un coronavirus, très brièvement, parce qu'on en a besoin pour comprendre certaines choses. Les coronavirus en général sont des virus qui sont assez gros quand même pour des virus et qui sont caractérisés par l'existence de cette couronne. C'est pour ça qu'on les appelle des coronavirus. Cette couronne est constituée par ces spicules que vous voyez en couleur violet, et ces spicules correspondent à ce qu'on appelle la protéine S ou protéine spike, qui est un élément extrêmement important pour les coronavirus parce que c'est grâce à cette protéine qu'ils vont pouvoir se fixer sur la cellule et contaminer cette cellule. Il faut savoir aussi que le virus, c'est un virus dont le matériel génétique, c'est de l'ARN et non pas de l'ADN. Donc, c'est un virus à ARN. Voilà, je pense que ça, c'est largement suffisant pour comprendre ce qui va se dire par la suite. Alors, les coronavirus, on les connaît déjà depuis bien longtemps. Mais c'est des virus qui existent surtout dans le monde animal. Voilà, là, je vous ai représenté un certain nombre d'animaux qui hébergent des coronavirus. Vous voyez, ça peut être des oiseaux, ça peut être des mammifères marins, ça peut être... Comme je disais, ces coronavirus sont au niveau du monde animal. Et au niveau de ce monde animal, nous avons plusieurs animaux qui peuvent être touchés et très rarement l'homme. Eh bien, en fait, chez l'homme, les coronavirus qui donnent une pathologie chez l'homme sont au nombre de 7. Il y en a 2 qu'on connaît depuis 1966 qui sont responsables de rhume. C'est le 229E, le OC43. Ça donne des rhumes, de simples rhumes. En 2004-2005, on en a découvert 2 autres chez l'être humain qui sont responsables de certaines pathologies, en particulier respiratoires. Mais il y en a 3 qui posent des problèmes respiratoires sévères. C'est le SARS-CoV qu'on a connu en 2002-2003. C'était une épidémie à l'échelle mondiale qui avait fait vraiment peur, mais elle s'était arrêtée rapidement. Actuellement, elle est totalement terminée. Il y a aussi un autre virus qui donne des infections respiratoires sévères, c'est le MERS-CoV. Le MERS-CoV, c'est le coronavirus responsable d'infections respiratoires sévères au niveau du Moyen-Orient. Eh bien, malheureusement, cette épidémie est toujours en cours. Elle sévit dans des pays du Moyen-Orient, en particulier en Arabie Saoudite. Donc, c'est un virus qui existe toujours. Et nous avons, depuis décembre 2019,
ce virus qu'on appelle SARS-CoV-2, que vous connaissez depuis ce moment-là et qui est responsable de la COVID-19 et qui va nous intéresser aujourd'hui en termes de vaccination. Alors, justement, ce virus, il a été découvert en Chine parce que les Chinois ont remarqué qu'il y avait certaines pneumonies qui se ressemblaient. Et quand ils ont essayé de trouver la cause de ces pneumonies, ils ont noté que c'était un virus et que c'était tout particulièrement un coronavirus. Mais c'était un coronavirus qui n'avait jamais été identifié jusque-là. Donc, finalement, il a pris différents noms et actuellement, on l'appelle le SARS-CoV-2. Donc, finalement, tout ça a démarré en décembre 2019 en Chine, à Wuhan en particulier. Alors, quelle est l'origine de ce virus? On pense que tout a commencé à partir d'un virus, coronavirus, qui appartient aux chauves-souris. Et que ce coronavirus de la chauve-souris est passé chez un autre animal, très probablement le pangolin. On n'en est pas encore tout à fait sûr, mais très probablement c'est le pangolin, ce petit mammifère que j'ai représenté ici. Et à partir de pangolin, ce coronavirus qui s'est un peu transformé a pu passer chez l'homme. Et depuis qu'il est chez l'homme, bien sûr, il s'étend et il a donné la COVID-19 qu'on connaît actuellement. Alors, comment est-ce qu'il se transforme? Comment il se transmet? Il se transmet par voie respiratoire. Quand on respire, quand on tousse, quand on parle, on projette des petits crachats, des petites gouttelettes. Et quand on est porteur du virus SARS-CoV-2, on va l'éjecter avec ces gouttelettes. Et une personne qui est en face, si elle est très proche, elle risque, elle aussi, de respirer ce virus et donc d'être contaminée. Il y a aussi le contact. Par exemple, si ces petites gouttelettes me contaminent les mains et que je ne me lave pas les mains et que j'ai touché quelqu'un d'autre ou bien que je touche un objet que viendra toucher une autre personne, on risque de voir une contamination à partir de là. Alors, il est important de savoir quel est le degré de contagiosité de ce virus. On pense qu'une personne malade peut contaminer entre 3 et 4 personnes. C'est pour ça qu'on dit que le R0, c'est le taux de reproduction, il est à peu près de 4. Voilà, pour simplifier, on dira qu'il est de 4. Eh bien là, c'est très important de comprendre ça parce que si on vaccine, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quand on vaccine, on essaie de faire en sorte que si moi je suis malade, j'ai en face de moi des personnes, certains sont vaccinés et protégés, et quelques-uns ne sont pas protégés. Eh bien, je ne pourrai contaminer que ceux qui ne sont pas protégés. Donc, au lieu de contaminer 4, je vais en contaminer peut-être qu'un seul. Voilà. Et ce seul que j'ai contaminé, il va peut-être contaminer un seul autre, etc. Alors qu'auparavant, quand il n'y a pas de vaccin, une personne contamine 4 et chacun de ces 4 va contaminer aussi 4 autres personnes. Et donc, on voit que le nombre de personnes malades va augmenter très, très rapidement. Un autre élément que je voudrais partager avec vous pour comprendre ce qui va se dire par la suite, c'est comment se multiplie ce virus. Je vous ai représenté ici, vous voyez la flèche rouge, le virus qui approche de la membrane d'une cellule. Ce virus a vraiment besoin de rentrer dans la cellule pour faire pénétrer son matériel génétique pour pouvoir obliger la cellule à fabriquer des virus. Donc l'usine à virus, ça va être la cellule. Alors pour qu'il puisse rentrer et faire rentrer son matériel génétique, il faut d'abord qu'il se fixe sur la cellule. Et c'est là qu'intervient, vous voyez encore une fois cette protéine S ou spike que je vous ai montré tout à l'heure. Elle va trouver un récepteur sur la membrane, elle se fixe sur ce récepteur et grâce à cette fixation, elle va pouvoir faire pénétrer le virus et donc son matériel génétique également et donc commencer sa multiplication. Donc vous voyez l'importance de cette protéine S, c'est une importance primordiale parce que c'est grâce à cette protéine S ou spike
que le virus va pouvoir contaminer les cellules. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce virus est resté identique à lui-même depuis le début? Non, malheureusement non. Et là, vous le voyez sur cette diapositive. Vous voyez, on vous a représenté un certain nombre de matériel génétique de SARS-CoV-2. On a trouvé des souches en Australie qui ne ressemblent pas aux souches des États-Unis, qui ne ressemblent pas aux souches du Japon, de la France, de l'Allemagne, etc. Il y a des modifications. Depuis que ce virus est apparu à Wuhan, eh bien, il a subi des centaines, voire même des milliers de mutations, c'est-à-dire des changements. Son matériel génétique a changé. Alors, on va maintenant, avant de rentrer dans le domaine du vaccin lui-même, se poser la question du pourquoi se faire vacciner. Eh bien, vous avez vu que depuis qu'il y a la pandémie, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Il y a les mesures barrières, le masque, la distanciation physique, le lavage des mains. Il y a le confinement. Il y a les restrictions de voyage, les fermetures de frontières, etc., etc. Tous ces moyens ont été mis en place juste pour gagner du temps. Pour gagner du temps parce que ce temps, il a été utilisé pour connaître ce virus, pour essayer de trouver des traitements, pour essayer de trouver des vaccins. Eh bien, les schémas que je vous ai mis ici, c'est juste pour vous rappeler l'évolution dans le monde, l'évolution au Maroc également, des cas cumulés, le nombre de cas quotidiens et le nombre de décès quotidiens cumulés. Vous voyez que en termes de nombre de cas cumulés au niveau mondial, on est à plus de 107 millions de personnes qui ont été contaminées. En termes de décès dans le monde, on est à près de 2 millions, actuellement 400 000 environ, bon, disons 2,5 millions de personnes qui sont décédées à cause de la COVID-19 à travers le monde. Au Maroc, vous savez que nous avons près de 480 000 personnes qui ont été contaminées, qui ont été déclarées au ministère de la Santé. Et les décès, on est autour de 8 400, presque à 8 500 décès jusque-là. Quand on voit les courbes, vous voyez qu'on reste au niveau mondial à des chiffres relativement inquiétants. Quotidiennement, nous avons des chiffres énormes, que ce soit en cas quotidien de COVID-19 ou en mortalité par COVID-19. Par contre, au Maroc, on constate que les cas quotidiens ont diminué. Il y a une tendance à la diminution. Et ça se confirme également par le nombre de décès. Heureusement, alhamdoulilah, nous avons une diminution de ce nombre de décès. Et vous voyez qu'à un moment donné, on était à plus de 80 décès par jour. Et actuellement, on est autour de 10. On est même descendu en dessous de 10, en particulier aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans l'épidémiologie au niveau du Maroc. Il y a quand même quelque chose de favorable. Ça, il faut le retenir parce que ça va peut-être nous aider avec la vaccination. Le fait qu'on ait une épidémiologie qui est en train de baisser, si on ajoute aussi l'effet du vaccin, peut-être qu'on arrivera à régler le problème beaucoup plus rapidement. Alors, voyons ce que sont ces vaccins. Là, je vous ai résumé les différents types de vaccins qu'on peut élaborer pour, prévenir cette maladie. Vous avez d'abord, tout à fait en haut, on peut utiliser le virus coronavirus SARS-CoV-2 lui-même. On peut le prendre soit vivant mais atténué, c'est-à-dire on l'a transformé de façon à ce qu'il ne soit plus pathogène, qu'il n'entraîne plus la maladie COVID-19, mais il est toujours vivant. Ou bien on va l'utiliser après l'avoir inactivé, c'est-à-dire après l'avoir tué. Justement, ce
ce que nous utilisons au Maroc actuellement, le vaccin en particulier de Sinopharm, c'est un vaccin qui utilise le SARS-CoV-2 lui-même inactivé, c'est-à-dire tué. À côté de cette façon de faire, il y a une deuxième façon de faire. C'est de prendre ce qu'on appelle un transporteur ou un vecteur, c'est-à-dire un autre virus qui va servir à transporter des informations concernant le SARS-CoV-2. Là aussi, on peut prendre soit un virus qui est vivant, réplicatif, ou bien un virus qui est pratiquement inactivé, il ne réplique pas, donc il ne peut pas se multiplier. C'est ce qui est fait avec le vaccin d'AstraZeneca Oxford. C'est un adénovirus qui a été choisi parce que ces adénovirus ne donnent pas de pathologie. Cet adénovirus a été transformé, c'est-à-dire on lui a ajouté un élément qui lui permet de fabriquer la fameuse protéine S, la fameuse protéine Spike. Normalement, cet adénovirus ne fabrique pas ça, mais on l'a obligé à fabriquer ça, puis on l'a inactivé, on l'a tué, et il va être utilisé pour la vaccination. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser l'ADN ou l'ARN. Bon, les vaccins ADN n'existent pas encore, ils sont en cours d'élaboration, mais n'existent pas encore. Par contre, vous savez que nous avons déjà, au niveau mondial, des vaccins ARN. L'exemple type, c'est le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Ces deux vaccins sont des vaccins à base d'ARN, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'ARN qui correspond à l'ARN du SARS-CoV-2 qui permet de fabriquer la protéine S, encore une fois, protéine Spike. Vous voyez qu'à chaque fois, je parle de la protéine Spike. Tous les vaccins reposent sur cette protéine Spike. Et on injecte cet ARN à l'individu qui va donc pouvoir fabriquer cette protéine S et donc s'immuniser contre la protéine S du SARS-CoV-2. Une autre façon de faire, c'est de prendre juste des protéines provenant de SARS-CoV-2 ou bien qu'on a fabriqué de toutes pièces par l'industrie pharmaceutique et on en fait un vaccin. C'est des sous-unités protéiques qui vont permettre d'être injectées à l'individu qui va fabriquer donc des anticorps contre ces sous-unités protéiques qui appartiennent au SARS-CoV-2. Voilà donc les différentes façons de faire. Et je rappelle que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux vaccins qu'on a actuellement, celui de Sinopharm, qui est donc qui fait appel à un SARS-CoV-2 inactivé, c'est-à-dire tué, et celui d'AstraZeneca de l'Université d'Oxford, qui fait appel à un transporteur qui est un adénovirus qui est inactivé, qui est non réplicatif. Voilà donc les deux vaccins que nous avons actuellement. Alors, à travers le monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à travers le monde, il y a beaucoup de candidats vaccins. La recherche est très importante et nous avons actuellement répertorié par l'OMS, au 9 février, il y avait environ 242 candidats vaccins en cours. 179 étaient encore au stade d'essais précliniques, c'est-à-dire des essais en laboratoire, chez l'animal, dans les laboratoires, etc. Mais 63 étaient déjà arrivés au stade d'essais cliniques. Et là, vous savez que les essais cliniques sont... il y a plusieurs phases. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, avant de dire qu'on peut utiliser ce produit. Eh bien, pour gagner du temps, on peut très bien combiner la phase 1 et la phase 2 pour aller plus vite. On peut combiner la phase 2 et la phase 3 pour aller plus vite. Et donc, ça permet de gagner du temps. Et c'est pour ça que finalement, on est arrivé à avoir des vaccins en moins d'une année. Ça, c'est un record, parce que vous savez que pour fabriquer un vaccin, pour élaborer un vaccin, il faut en moyenne une dizaine d'années. Donc là, c'est quand même un record qui a été réussi. Et vous voyez qu'en phase 3, c'est-à-dire à la fin
il y en a 16 qui sont actuellement en phase 3, en essai de phase 3, dont les 2 vaccins qui sont actuellement utilisés au Maroc. Bien sûr, on les utilise alors que les essais cliniques de phase 3 sont encore en cours, mais on les utilise parce qu'il y a urgence. On les utilise parce que il y a déjà des résultats préliminaires qui sortent de ces essais cliniques de phase 3. Et lorsque les essais préliminaires sont bons, sont rassurants, ben, on ne perd pas de temps. Il va falloir y aller parce que vous savez que le virus, lui, il ne s'arrête pas, il n'attend pas, ben, il continue à tuer. Et donc, il faut absolument qu'on puisse le vaincre le plus rapidement possible. Alors, voilà, juste à titre d'exemple, voilà le vaccin de Sinopharm, hein, les différentes présentations. Il existe sous la forme d'ampoules, plutôt de seringues pré-remplies, prêtes à être utilisées pour une dose. Il existe également sous forme de flacons de 5 millilitres qui permettent de vacciner 10 personnes avec un seul flacon. Bon, à ma connaissance, ce que nous avons reçu, c'est essentiellement les ampoules, les seringues pré-remplies pour, disons, unitaires qu'on va utiliser chez une personne. Voilà pour AstraZeneca Oxford, c'est des flacons de 5 millilitres qui servent à vacciner 10 personnes. Donc voilà, là, il n'y a pas de seringue pré-remplie, il faut prendre la quantité, la moitié d'un millilitre dans la seringue et l'injecter à la personne. Voilà comment ça se fait. C'est une injection intramusculaire, obligatoirement intramusculaire, pour avoir la meilleure réponse possible. Si on le fait en sous-cutané, la réponse est moins bonne. Et pour ces 2 vaccins, et d'ailleurs c'est le cas pour la plupart des vaccins qui sont actuellement en phase 3, il faut 2 doses pour réussir à faire élaborer suffisamment d'anticorps pour un individu. Mais ça, on peut y revenir par la suite s'il y a des discussions là-dessus. Alors, quand on a un vaccin ou un candidat vaccin, il va falloir être sûr qu'il est efficace. Comment on détermine l'efficacité? Il y a 2 façons de déterminer l'efficacité. Il y a l'efficacité biologique. On va aller voir est-ce qu'il permet à l'organisme de fabriquer des anticorps en quantité suffisante et nous assurer que ces anticorps persistent relativement longtemps. Mais attention, les anticorps seuls ne suffisent pas parce qu'il y a beaucoup d'anticorps. Il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Et parmi tous les anticorps, il y a ceux qui sont neutralisants. C'est ceux-là qui nous intéressent, les anticorps neutralisants. Comme leur nom l'indique, c'est ces anticorps-là qui vont aller neutraliser le virus s'il pénètre dans notre organisme. Et donc, on va être protégé. Donc, c'est très important. Ce n'est pas juste je vais doser mes anticorps et voir si j'en ai. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que je peux avoir des anticorps, mais pas suffisamment d'anticorps neutralisants parmi tous ces anticorps que j'ai élaborés. Donc, c'est très important de connaître combien on a d'anticorps neutralisants pour être sûr qu'on est protégé. Et ça a été fait. Ça a été fait que ce soit avec le vaccin de Sinopharm ou avec le vaccin d'AstraZeneca, des différentes phases expérimentales qui ont été faites chez l'animal, mais également les différentes phases qui ont été faites chez l'homme, la phase 1, la phase 2, mais également au niveau des essais cliniques de phase 3. Les dosages ont été effectués et on trouve une quantité suffisante d'anticorps et surtout, il y a suffisamment d'anticorps neutralisants. Donc ça, c'est sûr, au plan biologique, on est sûr qu'il y a production d'anticorps et d'anticorps neutralisants, donc ça protège. En plus de ça, l'efficacité biologique, elle peut reposer aussi sur l'immunité cellulaire, parce qu'on ne va pas se défendre juste avec des anticorps, on va se défendre aussi avec nos cellules. Et donc ces vaccins, il a été montré aussi que ça permettait d'informer nos cellules de défense
Et nos cellules de défense gardent en mémoire cette information pour qu'ils puissent, disons, défendre notre organisme, même s'il n'y a pas suffisamment d'anticorps. C'est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire grâce aux cellules mémoire. Donc, tout ça est étudié avec les différents vaccins et maintenant, on sait qu'il y a une efficacité biologique qui est certaine. Mais à côté de l'efficacité biologique, il y a l'efficacité clinique. Celle-là, elle est étudiée au cours des essais cliniques de phase 3, qui sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire un essai avec deux groupes. Un groupe de personnes qui va être réellement vaccinées, donc qui reçoivent le vaccin, et un groupe qui reçoit quelque chose qui ressemble au vaccin, mais en fait, ce n'est pas un vaccin, c'est ce qu'on appelle un placebo. Il n'y a pas de vaccin dedans, mais c'est une seringue comme le vaccin, etc. Et on va comparer les résultats dans les deux groupes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer chez les personnes vaccinées et qu'est-ce qui va se passer chez les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Est-ce que les gens vaccinés vont faire moins de Covid-19 que les gens qui n'ont pas été vaccinés? Et ça, c'est très important. Alors, quand je dis que le vaccin de Sinopharm, voilà la dernière ligne, il protège à 79,34%. Pour arrondir, on va dire 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes vaccinées vont faire uniquement 10% d'entre eux vont faire la COVID-19 quand ils sont exposés. Les 80% restants ne vont pas faire la COVID-19. Donc voilà déjà un premier degré d'efficacité clinique. C'est la personne ne fera pas la COVID-19. Mais il y a quand même un certain pourcentage qui risque de faire la COVID-19. Alors, regardez ce que j'ai mis en jaune pour que ce soit bien visible. Une personne vaccinée qui fait une COVID-19 ne fera pas de forme sévère. Ça, c'est très important. Quand on a été vacciné, même si on fait la COVID, eh bien, on ne fera pas une forme sévère. Et donc, on ne risque pas de mourir. Ça, c'est extrêmement important. Et on constate aussi que les personnes vaccinées, quand elles font la COVID-19, ben, ils ne vont pas nécessiter, ou très rarement, ils vont nécessiter une hospitalisation. Voilà. Donc finalement, si on doit résumer, le vaccin, même quand il n'est pas efficace cliniquement à 100%, parce qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%, ça c'est clair, soit il nous empêche de faire la maladie, ça c'est très bien, mais si on fait la maladie, on fera une maladie relativement gentille. Ce ne sera pas une forme sévère et donc on ne risque pas de mourir. Voilà des choses quand même importantes à retenir pour ces différents vaccins. Alors maintenant, il y a des problèmes qui commencent à survenir. Vous avez certainement déjà entendu parler de tout ça dans les médias. On commence à se poser des questions. Est-ce que ces vaccins qui existent, est-ce qu'ils vont rester efficaces malgré les mutations du virus? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous parler du virus, je vous ai dit qu'il avait subi des mutations depuis le moment où il était apparu jusqu'à nos jours. Il a muté des centaines et peut-être même un millier de fois. Eh bien, la chance qu'on a eue jusque-là, c'est que la zone qui correspond à la protéine S, ou protéine spike, c'est une zone qui n'a pas été beaucoup touchée dans les mutations. Donc les mutations n'ont pas trop perturbé cette zone. Résultat, jusque-là, la protéine spike est restée pratiquement identique chez tous les coronavirus SARS-CoV-2, même quand ils ont muté. Voilà, donc ça, c'est un élément important. C'est ce qui explique que les fabricants de vaccins sont tous allés vers cette protéine spike pour fabriquer les vaccins, parce que c'est un élément qui ne change pas. Alors malheureusement, et ça vous en entendez parler depuis quelques semaines,
il y a des nouveaux variants. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau variant? Ben, c'est tout simplement un SARS-CoV-2 qui s'est modifié. Il a modifié son matériel génétique. Il est en train de changer. Et malheureusement, là, c'est une variation qui a touché la protéine Spike, cette fameuse protéine S. On en a entendu parler déjà au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle le variant britannique. On en a parlé aussi un peu plus récemment au sujet du variant sud-africain, au niveau de l'Afrique du Sud. On en parle aussi quand on parle du variant brésilien, du variant japonais qui ressemble au brésilien. En fait, c'est pratiquement le même. Pourquoi il y a eu ces variants? Ben, c'est tout simplement des mutations, c'est-à-dire des changements dans le matériel génétique. Là, c'est très compliqué, hein, c'est une mutation N501Y. Bon, peu importe, ça c'est la mutation qui est survenue sur le virus variant britannique. Quand il a fait cette mutation, ben, le virus est devenu plus contagieux. Ça, c'est mauvais. Parce que s'il est plus contagieux, rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit pour le R0. J'ai dit qu'il était entre 3 et 4. Et bien maintenant, il faut multiplier par 1,5 ou 1,7. Donc, la possibilité de contaminer est plus grande. Une personne, au lieu de contaminer entre 3 et 4 personnes, elle va contaminer entre 5 et 6 personnes. Donc, ça devient plus inquiétant. Pour l'autre mutation, la E484K, celle-là, elle correspond aux variants sud-africains et brésiliens. Ça, c'est pire encore, parce qu'il a été montré en laboratoire que les SARS-CoV-2 qui ont cette mutation-là, ben, quand on les met en contact avec les anticorps qui sont produits quand on vaccine quelqu'un avec ces nouveaux vaccins, eh bien, ça ne marche pas très bien. C'est comme si ce virus-là n'était pas neutralisé par les anticorps fabriqués après la vaccination avec les vaccins qu'on a. Alors, c'est encore plus inquiétant quand on voit que déjà maintenant, en particulier au Royaume-Uni, chez les Britanniques, ils ont réussi à isoler certains variants qui combinent les deux mutations. Ils ont la N501Y, mais également la E484K. Et donc ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que c'est plus contagieux et également ne répond plus très bien aux anticorps. Donc ça fait un peu peur. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, brutalement, les pays ont commencé à fermer leurs frontières. Et on a l'impression qu'on était revenu en arrière. Parce que ça, on ne veut pas que ce genre de virus mutant commence à circuler partout à travers le monde, parce qu'il risque de nous poser des problèmes. Alors, heureusement que ces virus, même en étant variants, en ayant ces mutations, ben, ils gardent quand même une sévérité qui est à peu près la même que les souches anciennes. C'est-à-dire que quand vous faites la maladie avec ces variants, ben, vous faites une maladie qui ressemble aux autres. Voilà. Mais attention, retenez quand même que pour la première fois, la protéine Spike a été touchée et donc les vaccins qui marchent encore, ça marche encore plus ou moins. Par exemple, avec le variant sud-africain, il semble qu'il y a quand même quelques problèmes. Mais on a encore la possibilité de vacciner efficacement. Mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. C'est ça le problème. L'avenir, s'il y a encore d'autres mutations qui surviennent, des mutations qui entraînent des problèmes encore plus graves, peut-être qu'il va falloir d'autres vaccins, il va falloir élaborer d'autres vaccins. Mais en tout cas, rassurez-vous, les autres vaccins ne vont pas mettre 1 an pour être fabriqués. Parce que maintenant, on connaît, on sait. Et donc, fabriquer, changer de matériel génétique, c'est simple. Changer de virus, c'est simple. Parce qu'on a déjà la technologie, la plateforme est prête, tout est prêt.
C'est un peu comme le virus de la grippe. Vous voyez bien que dans le virus de la grippe, le vaccin de cette année n'est pas le même que le vaccin de l'année dernière. Celui de l'année prochaine ne sera pas le même que celui de cette année. Chaque année, le vaccin change pour suivre les changements du virus. Eh bien, il se pourrait, je ne dis pas que c'est sûr, hein, mais il se pourrait qu'on tombe dans le même piège avec ce SARS-CoV-2. Alors, je reviens à la vaccination. Est-ce qu'il y a des contre-indications au vaccin anti-COVID-19? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas faire le vaccin? Je commencerai par dire qu'il n'y a pas de contre-indication spécifique à ce type de vaccin. Mais il y a des contre-indications qui sont générales, qui sont valables pour toute vaccination. Par exemple, si quelqu'un, le jour où il doit être vacciné, il a de la fièvre, il a des problèmes respiratoires, il tousse, etc., ou il a de la diarrhée, en tout cas il est malade, il faut reporter. C'est un peu comme pour les enfants. Un enfant que vous l'emmenez pour faire ses vaccins, le médecin, quand il le voit, il voit qu'il est malade, il lui dit non, on va reporter. On reporte une semaine, de 10 jours, de 15 jours. L'essentiel, c'est de vacciner quand la personne va bien. Alors, il y a quand même quelques contre-indications. C'est quand il y a un terrain d'allergie grave, quand quelqu'un a déjà fait une allergie grave. Alors, quand je dis allergie grave, attention, on ne sait pas, il a sorti quelques boutons parce qu'il a pris un médicament ou il a mangé quelque chose, etc. Ça, c'est rien du tout. Ça, ce n'est pas de l'allergie grave. C'est quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle un œdème de Quincke. Ça, c'est des choses graves. Ceux-là, ceux qui ont déjà fait ce genre de choses, ils ne doivent pas être vaccinés. Il vaut mieux pas. Se pose le problème des personnes qui reçoivent un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire un traitement qui diminue l'efficacité du système de défense de notre organisme, notre système immunitaire. Eh bien, c'est par exemple la chimiothérapie. Quelqu'un qui reçoit de la chimiothérapie pour un cancer. Quand la chimiothérapie est en cours, il ne faut pas vacciner. Ce n'est pas parce que c'est dangereux, non. Parce que les virus, je vous rappelle, ils sont morts. Donc, il n'y a aucun risque. C'est parce que la réponse pour fabriquer des anticorps ne sera pas suffisante. Parce que la chimiothérapie réduit la capacité du système immunitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère dire que ça, quelqu'un qui est sous chimiothérapie, par exemple, il ne faut pas qu'il fasse le vaccin. Mais dès qu'on s'éloigne de la chimiothérapie, il pourra faire son vaccin. Donc finalement, ce n'est pas une contre-indication définitive, c'est juste un report jusqu'à ce qu'on puisse dire que son système immunitaire est de nouveau bien fonctionnel. Autre contre-indication. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a 2 doses. Imaginez qu'une personne fasse la première dose et qu'elle fasse une réaction sévère. Eh bien, on ne donnera pas la deuxième dose. Donc, quand il y a eu un effet secondaire sévère suite à la première dose, la deuxième dose va être contre-indiquée. Alors, il y a aussi d'autres situations qui sont assez particulières et qui sont des contre-indications, mais ce n'est pas des contre-indications formelles. La grossesse. Une femme enceinte ne doit pas être vaccinée. Une femme qui allaite ne doit pas être vacciné. Quelqu'un qui est sous un traitement corticoïde, là aussi, il ne faut pas qu'il reçoive le vaccin s'il prend des corticoïdes à forte dose et pendant une durée prolongée. S'il a pris quelques comprimés de corticoïdes, ça, ce n'est pas grave. S'il a pris une dizaine de jours de corticoïdes, ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, la corticothérapie, c'est lorsqu'on est en train de prendre un traitement corticoïde, soit prolongé, soit à très forte dose. Alors, je reviens sur la grossesse et l'allaitement. Dans les recommandations du ministère de la Santé au Maroc, il est dit clairement que c'est des contre-indications. Donc, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne vont pas être vaccinées contre la COVID-19. Maintenant, dans d'autres pays, il y a des recommandations qui peuvent être différentes des nôtres. Par exemple, je vous dirais juste les États-Unis qui vous disent si la femme enceinte
est très exposée à la COVID-19, on peut éventuellement la vacciner à condition qu'on lui ait expliqué qu'il n'y a pas suffisamment de recul avec ces vaccins chez la femme enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment de personnes à travers le monde, femmes enceintes, qui ont déjà été vaccinées. Donc, on ne sait pas si ça peut entraîner des problèmes. Quand on ne sait pas, on préfère dire contre-indiqué. Mais si jamais la femme est très exposée, imaginons une personne qui est enceinte et qui travaille dans un service COVID, par exemple, elle est très, très exposée, eh bien, peut-être que là, il faudrait peut-être discuter. Mais en tout cas, le ministère de la Santé au Maroc, du point de vue santé publique, a préféré dire et jouer la sécurité pour dire que c'est contre-indiqué chez la femme enceinte et contre-indiqué chez la femme qui allait. Maintenant, des situations autres qui sont particulières. Faut-il vacciner une personne qui a déjà fait la COVID-19? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait la maladie, ils vous disent « Non, moi j'ai déjà fait la maladie, donc je dois être protégé maintenant. » Ben non, ces personnes-là se trompent. Il faut se vacciner. Parce que même quand on a fait la maladie, on n'est pas sûr d'être réellement protégé. Donc la réponse est oui, il faut vacciner. Mais attention, il faut respecter un délai entre le moment où on a guéri de la COVID-19 et le moment où on va se vacciner. Au minimum, ça va être 4 semaines. Par exemple, quelqu'un qui a fait une forme extrêmement bénigne ou avec très peu de symptômes, ben, j'attendrai 4 semaines après la guérison. Mais quelqu'un qui est passé par la réanimation, j'attendrai plutôt 3 mois après la guérison pour le vacciner. Deuxième situation, si la personne vient d'être vaccinée contre la grippe, est-ce qu'on doit la vacciner contre la COVID-19? Là aussi, la réponse est oui, il faut vacciner. Mais on va attendre quand même 2 semaines après le vaccin antigrippal. En fait, on peut attendre entre 1 à 2 semaines. Si vraiment on veut le faire, on peut très bien le faire à 1 semaine. Voilà, donc en 1 à 2 semaines après le vaccin antigrippal, on peut faire le vaccin anti-Covid. Autre situation, si la personne a une comorbidité. C'est quoi une comorbidité? Une comorbidité, c'est une autre maladie. Par exemple, un diabète, par exemple de l'asthme, par exemple une bronchite chronique, bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie cardiaque chronique, cardiopathie, de l'hypertension artérielle, une insuffisance rénale chronique, une maladie chronique du foie, hépatopathie chronique. Eh bien, dans toutes ces situations-là, il faut vacciner parce que c'est ces personnes-là chez lesquelles la maladie COVID-19 fait le plus de mal. Il y a énormément de décès parmi ces populations-là quand ces personnes font la COVID-19. Donc, il faut les protéger et donc on va les vacciner. On a tout intérêt à les vacciner. Alors, si on veut vacciner, il y a quand même des craintes. Certains vous diront, moi j'ai peur parce que je me demande ce que va me faire ce vaccin. Eh bien, il faut savoir que dans les réactions qui peuvent survenir après la vaccination, il y a des réactions immédiates qui peuvent survenir le jour même, parfois même dans les minutes qui suivent, ou quelques jours après. Il y a des réactions à court et moyen terme, c'est quelques semaines après la vaccination. Il y a des réactions à long terme, quelques mois après la vaccination. Eh bien, les réactions immédiates sont connues pour les vaccins qu'on utilise, et en particulier les 2 que nous utilisons au Maroc, que ce soit celui de Sinopharm ou celui d'AstraZeneca. Les réactions immédiates sont modérées. C'est des choses qui sont observées classiquement avec les autres vaccins, donc rien de nouveau. Les réactions à court et moyen terme, il n'y a pas de réaction particulière. Mais vous avez peut-être entendu parler de certains problèmes qui ont été beaucoup médiatisés.
comme par exemple le cas disons, de paralysie, de syndrome de Guillain-Barré, qui est en fait une paralysie, qui est survenue au Pérou, chez des personnes qui ont reçu le vaccin du Sinopharm. Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réellement dû au vaccin? Ben, quand on se pose cette question et qu'on va voir un petit peu comment ça se présente au niveau de ce pays, le Pérou, ben on remarque qu'au Pérou, il y a eu 2 épisodes d'épidémie de ces paralysies, de type Guillain-Barré. Il y en a eu une en 2018, où pendant plusieurs mois, ils ont observé un certain nombre de syndromes de Guillain-Barré, et ils n'ont pas trouvé d'explication à ça. Ben à ce moment-là, il n'y avait pas le SARS-CoV-2, il n'y avait pas la vaccination anti-Covid-19. Et puis, ça s'est répété en 2019. Ils ont eu également, pendant quelques mois, une série de syndromes de Guillain-Barré, ces paralysies-là. Donc, finalement, si en 2020, lors de la vaccination par le produit de Sinopharm, il y a un cas de syndrome de Guillain-Barré, c'est difficile de le rapporter au vaccin. C'est très probablement cette histoire de syndrome de Guillain-Barré qui est encore en train disons, d'évoluer au niveau de ce pays. Les réactions à long terme, c'est-à-dire dans quelques mois, dans quelques années, etc., ben on ne sait pas, parce que ces vaccins-là, on vient de commencer à les utiliser. Donc ça reste un grand point d'interrogation, mais bon, c'est un peu comme avec tous les autres vaccins. Tous les vaccins, on les utilise et puis on va les surveiller. Il y aura une surveillance. D'ailleurs, il y a une surveillance pour les personnes vaccinées avec le vaccin de Sinopharm ou avec le vaccin d'AstraZeneca. Ils sont surveillés et ils peuvent faire appel aux médecins, ils peuvent signaler tout effet indésirable dans les différentes applications qui sont là ou des numéros de téléphone, etc., pour pouvoir, disons, collecter toutes ces données et savoir ce qui peut arriver avec ces vaccins et qu'on s'en rende compte rapidement. Alors, je voudrais partager avec vous juste ces données d'effets indésirables qu'on a constatées dans l'essai clinique qui a été mené au Maroc, parce que vous savez qu'on a mené un essai clinique de phase 3 avec le vaccin de Sinopharm, un essai qui a été mené sur 3 hôpitaux, au niveau de l'hôpital militaire de Rabat, au niveau du CHU Ibn Sina de Rabat et au niveau du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Eh bien, voilà ce qu'on a observé. Vous avez en bleu, c'est les effets secondaires après la première dose, et en rouge, les effets secondaires après la deuxième dose. Qu'est-ce qu'on remarque le plus? Et ça, c'est juste les effets locaux. Là, on a injecté, dans le lieu d'injection. Eh bien, c'est surtout la douleur. Beaucoup de personnes ont rapporté une douleur. Quelques-uns ont parlé d'induration, donc ça a gonflé un peu. Certains ont rapporté une éruption cutanée, une rougeur. D'autres se sont mis à gratter un petit peu. Voilà, mais c'est très, très peu. Donc, finalement, c'est des choses qu'on retrouve avec tous les vaccins. Donc, ce n'est pas spécifique de ce vaccin anti-Covid. Maintenant, si on veut voir les effets plus généraux, avec toujours ce vaccin de Sinopharm, dans l'essai pratiqué au Maroc. Regardez, ici, en bleu, c'est la première dose, et en rouge, c'est la deuxième dose. Regardez, qu'est-ce qui sort le plus? Les maux de tête, les céphalées, voilà. Puis la fatigue, les douleurs articulaires. On gratte parfois. Voilà. Vous voyez les réactions allergiques qui font un peu peur? Là, on a eu 0,0. Aucune. Certains ont eu des douleurs au niveau des muscles, des myalgies. Et donc, finalement, la fièvre, même la fièvre est apparue vraiment rarement. Donc, finalement, il n'y a pas d'effet indésirable vraiment inquiétant.
on a trouvé des choses relativement banales qu'on trouve avec de nombreux vaccins. C'est la même chose avec le vaccin d'AstraZeneca. Voilà ici, vous avez en haut ce qu'on obtient avec le vaccin anti-Covid. Et en bas, c'est avec un autre vaccin qui est contre le méningocoque. Regardez, ce qui apparaît le plus, c'est la douleur, pain, et puis un peu le gonflement. Voilà, c'est surtout ça au niveau local. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on obtient avec d'autres vaccins. Regardez maintenant les effets systémiques, c'est-à-dire plus généraux. Qu'est-ce qu'on remarque le plus? On remarque parfois des frissons, parfois de la fatigue, un petit peu de fièvre. Voilà, mais c'est surtout un fébricule, c'est-à-dire une sensation de fièvre. Des maux de tête. Certains se sont sentis un petit peu mal, des malaises, des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des muscles. Et donc finalement, ça se retrouve. C'est un peu comme ce qu'on a constaté avec le vaccin de Sinopharm. Alors là, j'arrive à la fin pour vous dire que les vaccins sont là. Nous avons démarré la campagne. Et la campagne, elle est en train d'avancer à travers le monde. Il y a encore beaucoup de questionnements, c'est sûr. Les effets secondaires à long terme, plus tard, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Mais je vous dis, c'est la même chose avec tous les autres vaccins. Hein. Donc, on commence la vaccination, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. La durée de protection, là aussi, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on va être protégé sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, à vie? On ne sait pas. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on aura des réponses au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que des gens sont vaccinés. Est-ce que ça réduit la transmission du virus? Là aussi, c'est une grande question. Est-ce qu'une personne vaccinée, est-ce qu'elle ne transmet plus le virus? Ça, c'est une question. Et il y a maintenant des études qui sont menées chez les personnes qui ont été vaccinées pour essayer de répondre à cette question, parce qu'il n'y a pas encore de réponse. Mais malgré tous ces questionnements, il apparaît que le rapport bénéfice et risque, il est favorable. Donc, c'est très en faveur du fait qu'il faut se vacciner. Alors, je vous ai montré aussi que tous les candidats vaccins actuels utilisent la protéine Spike pour induire une immunité anti-SARS-CoV-2. Ces vaccins, ils sont encore relativement efficaces sur les nouveaux variants. Je dis relativement parce que, comme je vous ai montré, le variant sud-africain pose déjà quelques petits soucis. Mais pour les autres, il n'y a pas de problème. Le variant britannique, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vacciner rapidement avant l'apparition et la diffusion de variants échappant totalement aux vaccins actuels. Donc là, vous voyez ce qu'il faut faire. Il faut vacciner et vite. Ça veut dire que tous les pays maintenant sont en train de chercher les vaccins, sont en train d'obtenir des vaccins, parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir vacciner très très vite leur population. Et il faut vacciner même au niveau mondial. Même les pays qui n'ont pas les moyens, il va falloir leur offrir les vaccins si on veut vaincre cette pandémie. Eh bien, on risque d'avoir des difficultés à obtenir ces vaccins. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller très vite dans les achats de ces vaccins. Donc, vous savez que le Maroc a déjà obtenu 2 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca. Vous savez qu'il a obtenu 500 000 doses du vaccin de Sinopharm. On apprend aujourd'hui que nous venons de recevoir 4 millions de doses d'AstraZeneca également. Donc, je pense que les choses avancent. Nous sommes l'un des pays qui, alhamdoulilah, a une stratégie de vaccination et qui a été bien élaborée.
nous avons de nombreux sites de vaccination. Les choses ont été, disons, mises en place de façon progressive et tout a été verrouillé. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir, Inch'Allah, réussir notre campagne de vaccination. Maintenant, je finis par ça pour dire qu'il faut qu'on soit convaincu de l'importance de cette vaccination. Et donc, tout le monde doit participer parce que c'est comme ça qu'on arrivera à vacciner les 80% de la population, c'est-à-dire qu'on va atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire à ce moment-là, même les 20% qui n'ont pas été vaccinés, ben ils seront protégés parce qu'ils seront entourés par des personnes qui ne font pas la maladie. Donc, ils ne risquent rien eux aussi, ou ils risquent très peu. Voilà, je vous remercie. On remercie professeur Marham pour ses explications et pour sa présentation. On entend toujours vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur Zidi n'a pas pu se libérer pour assister avec nous à la conférence. En attendant, on a quelques questions. Pour les patients sous syndrome, si on fait le vaccin en sous-cutané, est-ce que la vaccination est moins efficace? Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la plupart des vaccins, on recommande la voie sous-cutanée. Mais là, pour la COVID-19, il a été décidé quand même de maintenir l'injection en intramusculaire. Seulement, il ne faut pas prendre une aiguille trop grosse. Il ne faut pas prendre une aiguille intramusculaire. Il faut prendre une aiguille la plus fine possible, faire l'injection intramusculaire et comprimer cette zone pendant au moins 3, 4 ou 5 minutes avant de libérer la personne. Voilà. Là, les précautions qui sont recommandées pour les personnes qui sont sous anticoagulants, Syntron en particulier. Une autre question. Moi, je suis une jeune mariée. Est-ce que je suis en attente d'une grossesse? Est-ce que je dois être vaccinée? Alors là aussi, si vous êtes en attente de grossesse, il ne faudra pas se vacciner. D'accord? Parce que ça aussi, c'est une contre-indication. Parce que la grossesse risque de survenir entre les deux doses. Et ça posera le problème, est-ce qu'on va faire la deuxième dose ou pas, etc. Donc, il est recommandé quand on programme, quand on a une grossesse programmée, ben, il vaut mieux ne pas faire le vaccin. Mais encore une fois, peut-être qu'il vaudrait mieux réfléchir. Si rien ne presse, on peut peut-être décider d'un autre moment pour la grossesse. Faire d'abord son vaccin et puis ensuite, peut-être penser à la grossesse. Donc, se protéger d'abord et un mois plus tard, plusieurs semaines plus tard, peut-être commencer, disons, à chercher à tomber enceinte. Il y a une autre question. On sait maintenant que certains vaccins ont déjà été utilisés dans quelques pays européens. Quelles informations supplémentaires cette expérience a apportées au milieu? Et est-ce que ça confirme l'efficacité voulue des vaccins contre le Covid? Écoutez, le problème actuel, c'est que dans les différents pays, il y a un mélange entre les vaccins. Vous avez des pays qui ont utilisé des vaccins à base d'ARN, de Pfizer et de Moderna. D'autres n'ont utilisé que des vaccins pratiquement AstraZeneca. D'autres ont utilisé que du Sinopharm. Donc, c'est assez mélangé. Vous voyez? En tout cas, pour l'instant, les différentes données qui ressortent, si on veut donner une idée globale, l'idée globale, c'est qu'il n'y a pas de choses inquiétantes. Je m'explique. Les effets indésirables qui ont été constatés sont des effets indésirables comme ceux que je viens de décrire, comme effets indésirables, disons, locaux ou des effets indésirables généraux. Cependant,
ce qui a été noté parfois chez certaines personnes, c'est des problèmes d'allergie. Mais ça a été constaté essentiellement chez des personnes qui étaient connues allergiques et connues comme ayant déjà fait des allergies graves. Et c'est pour ça qu'actuellement, on ne vaccine pas des personnes qui sont connues comme ayant déjà fait des allergies graves. Une autre question, mais est-ce que je dois choisir être vacciné par Sinopharm ou AstraZeneca qui est le mieux? Écoutez, le choix, je pense qu'on ne l'aura pas, parce que quand vous allez vers un site de vaccination, on vous donne un rendez-vous, vous allez au niveau d'un site, dans le site, il y a un type de vaccin, et on n'aura probablement pas deux, parce qu'on n'a pas à choisir. Donc, et moi, je vous donnerai mon expérience. Alors, pour les gens que ça intéresse, moi, j'ai été vacciné il y a à peu près, disons maintenant, 13 jours. Voilà. J'ai été vacciné il y a 13 jours, j'ai pris ma première dose. C'était une dose de Sinopharm. Je vous dirais que le matin où je devais être vacciné, je pensais que j'allais recevoir de l'AstraZeneca. Voilà. Quand j'arrive pour la vaccination, on me dit que c'est du Sinopharm. Je leur ai dit, bismillah, c'est tout. Voilà, c'est des vaccins qui se valent. Il n'y a pas de grosses différences. Et donc, le plus important, c'est de se vacciner. Une autre question. Je suis une personne âgée, très âgée, avec plusieurs comorbidités. Est-ce que je dois être vacciné ou pas? Je dirais oui avec un grand oui. Très important. Parce que l'âge, c'est un facteur de risque de sévérité du COVID-19. Les personnes âgées, quand elles attrapent la maladie, c'est très, très, très mauvais. Ça peut entraîner des décès facilement. Les personnes qui ont des comorbidités, également, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont des comorbidités, elles aussi, elles peuvent faire des COVID sévères, très sévères, et avec un risque de mortalité. Donc, mon conseil, personne qui est âgée et qui a des comorbidités, il va falloir se vacciner. On n'a pas le choix. C'est la meilleure sécurité qu'elle peut avoir contre la COVID-19. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on remercie professeur Marhoum pour ses explications. Et on vous donne rendez-vous demain pour une autre conférence en arabe, celle-ci. Et à bientôt. Merci beaucoup, professeur Marhoum, pour Je toutes vous en ces prie, avec explications. plaisir. Merci. Et on remercie nos partenaires, tous les gens qui nous ont appuyés pour la diffusion de l'événement, et tous les participants, on les remercie chaleureusement, et notre sponsor et le bureau de l'association pour tous les efforts qui ont fourni pour la réussite de cette conférence. Professeur Marhoum, merci beaucoup. Vous êtes toujours là pour apporter des explications qui sont très intéressantes. Les gens ont beaucoup de questions. Merci beaucoup, professeur Marhoum. Je vous en prie, avec plaisir. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir.